Ok, bah écoute, on va essayer de voir ce que ça donne. Allons-y. Alors attends, continuez. Tac. Donc je commence. Vas-y. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Christophe et j'enseigne l'histoire de l'Antiquité grecque à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et avec mon ami JB qui va se présenter, on a l'habitude depuis un certain temps de discuter des textes qui sont ensuite donnés aux étudiants et aux étudiantes en TD. Alors pour nous c'est des L1. Et on s'est dit qu'en cette période de confinement, ça pouvait être chouette de faire ça en direct ensemble. Voilà. Alors tout à fait. Donc moi je suis comme Christophe, enseignant alors à la fois en lycée et à la fois à l'université. Et j'ai donc l'habitude de retrouver Christophe les mercredis avant chacun de mes cours pour discuter des différents documents à distribuer aux étudiants. Alors dans la perspective de préparer les cours et puis aussi et même beaucoup par plaisir. Bon, alors donc aujourd'hui, mon bon JB, nous avons quoi comme texte? Alors, mon bon Christophe, nous avons la politique d'Aristote, un extrait du début du troisième livre, en l'occurrence, traitant de la définition de la cité, de la définition de la citoyenneté, tout ça sur fond de réflexion sur la meilleure des politeias, c'est-à-dire la meilleure des constitutions. Bon, alors on mettra en lien la possibilité d'accéder Ouais. au texte. Nous, on va discuter comme si le texte était sous les yeux de celles et ceux qui vont nous écouter. Voilà, hein, donc peut-être on peut commencer par la traduction. Donc tu veux bien en dire deux, trois mots, parce que c'est un point important que de rappeler que les textes que nous utilisons sont des traductions. Ce n'est donc pas le texte original en tant que tel. Alors, le document dont on vous a mis le lien dans la description donc est en fait une traduction mélangeant plusieurs traductions, puisque les politiques d'Aristote en France ont été sorties chez plusieurs éditeurs et ont fait donc l'objet de plusieurs traductions. Alors, vous en avez une chez Flammarion qui a été faite par Pellegrin, qui est relativement récente. Vous en avez une qui est, je crois, un petit peu plus ancienne, si je ne dis pas de bêtises, Christophe, aux belles lettres, qui a été faite par Jean Bonnet, puis vous en avez une autre encore qui a été faite par Tricot. Et je crois en tout cas que le document que nous avons mis en ligne compile à la fois les traductions de Jean Bonnet, que vous trouverez aux belles lettres, et celles donc de Tricot. Voilà. Oui, oui, hein, donc alors je la montre parce que je l'ai sous les yeux et qu'on travaille avec les textes, ils ne sont pas tous numérisés. Alors Donc là, c'est voilà, Pellegrin, Garnier du coup. Flammarion. Ouais. Ça, c'est Garnier Flammarion, donc Pierre Pellegrin. Mais je crois que ça nous permet de dire que les traductions peuvent être anciennes, certaines circulent sur Internet. Donc il faut faire attention, non pas à juste tenir compte de la dernière traduction, mais de regarder quelle traduction on utilise, ou plus exactement, quelle est la traduction qui a été utilisée lorsqu'il s'agit d'un texte qui est donné dans le cadre d'un TD. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, les politiques, donc c'est un texte qui a connu sa première édition scientifique au 19e siècle, alors d'abord en allemand, et donc qui a été, enfin qui est traduit comme ça depuis des décennies. Alors on trouve très facilement et en libre accès sur le web la traduction de la politique d'Aristote, alors notamment chez Remacle, mais c'est vrai que ce sont des traductions qui sont relativement datées parfois. Alors tout de suite, d'un mot, juste, on va l'évacuer, mais voilà, si vous trouvez comme titre du livre d'Aristote la politique ou les politiques, il ne faut pas s'inquiéter. C'est des petits enjeux de traduction, mais peut-être rien que ça montre parfois la difficulté qu'on peut avoir. Donc pas de panique. Si certains et certaines ont les politiques dans la main, alors que d'autres ont la politique, il s'agit bien de la même chose, mais simplement d'une traduction différente du titre qui en grec me semble-t-il, doit être ta politica. Donc, Tout à ce fait, c'est qui est ta relatif, politica, c'est un pluriel neutre en réalité. voilà, donc ce qui est relatif à tout ce qui concerne la cité, disons, hein, pour faire vite, ce qui est, ou alors ce qui est propre à la cité. Bon, on commence. Ben, on commence. Est-ce qu'on dit quelques mots du texte? Vas-y. Enfin, de la manière dont nous est parvenu, et puis surtout de la nature un petit peu particulière de ce texte d'Aristote qui, comment dirais-je, est à la fois une réflexion sur le réel et aussi une réflexion philosophique. Alors, disons, alors il y a deux choses. D'abord, on va juste rappeler que le texte global, donc celui-ci, a un statut un peu incertain, puisque Oui, parce qu'Aristote a jamais, voilà,
a pas d'unité du texte. C'est-à-dire qu'Aristote n'a jamais voulu écrire un bouquin qui s'appelle Là ou les politiques. C'est pas ça. Alors, il y a peut-être une unité du texte, mais en tout cas, ce n'est pas le livre qu'a écrit Aristote. On pense que c'est des notes de cours. Donc voilà, que chacun et chacune regarde ces notes de cours et imagine que ce soit publié. Et est-ce que ça devient authentiquement le discours de l'enseignant ou de l'enseignante qui est à l'origine des notes de cours? Bon, je pense que c'est compliqué. En même temps, il ne faut pas abuser de ça parce que le risque devient alors de justifier toutes les incohérences du texte par des notes maladroites, ou etc. Ça reste malgré tout un ouvrage cohérent, ou du moins, nous ici, nous allons faire l'hypothèse de la cohérence du texte, c'est-à-dire qu'au-delà même de cet extrait-là, le texte lui-même, donc les politiques d'Aristote, est cohérent, et donc on peut y trouver, y déceler plus exactement, une pensée. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit justement de la politique d'Aristote? Comment on résume ça finalement? Parce que c'est important pour comprendre ensuite le texte, quoi. Qu'on ne pense pas que c'est justement une description de ce qu'on avait dans la Grèce à l'époque classique, et que c'est autre chose. Je pense qu'il faut garder la difficulté. La difficulté, c'est précisément celle-là. Qu'est-ce qu'on est en train de commenter? Est-ce Ouais. qu'on est en train de commenter un texte descriptif ou un texte normatif, voire même prescriptif? Oui, tout à Il faut fait. le garder. C'est partie du problème qui est posé, quoi. En tout cas, effectivement, il faut interroger la relation entre le descriptif et le prescriptif, va-t-on dire. Oui, et donc peut-être replacer, au moins reprendre la question du livre 3 en essayant de faire apparaître sa centralité à partir de la lecture qu'en propose Jean Terrel, la centralité du livre 3 par rapport au reste, puisque c'est dans le livre 3 que, au fond, les questions philosophiques qui intéressent Aristote sont posées et qu'ensuite il cherche à y répondre. Et que cette question, c'est la grande question aristotélicienne, c'est celle de l'excellence. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement excellent, c'est un gouvernement exercé par des citoyens excellents? Voilà. Et que c'est ça la grande question aristotélicienne. Et donc, prendre le livre 3 comme ça, ça, me semble-t-il, répond aux exigences posées par ce texte-là en particulier. Si on doit se lancer dans la lecture du document, ce qu'il faut préciser, c'est que en réalité, on a quelque chose avant ce document et que le quelque chose avant ce document est important pour comprendre ce dont il est question dans le document, justement. Parce que ce qui a été ce document a été largement appréhendé comme une tentative de définition de la citoyenneté par Aristote. Alors qu'en réalité, ce que fait Aristote dans le troisième livre du Politique, d'où est extrait ce document, c'est mener une réflexion sur la cité. D'ailleurs, ça se voit, puisque lorsqu'on lit la première phrase du document, la cité est une collectivité déterminée de citoyens, par conséquent, nous devons examiner qui a le droit à l'appellation de citoyen. On se rend bien compte que la réflexion sur la citoyenneté, sur le politesse, est la conséquence d'une réflexion sur la cité, c'est-à-dire sur la police. Oui, exactement. Alors là, pour comprendre cette première phrase, alors d'abord, il faut rappeler que le début du texte qui est donné à commenter n'est pas le début du texte. Et qu'on pourrait même dire qu'il y a 2 ou 3 débuts à considérer. Il y a donc le début du texte, ce qu'on nous a donné à lire. Ensuite, il y a le début du texte dont est extrait le texte que nous lisons. Là, c'est le livre 3, et on est au début du livre 3, mais pas au tout début du livre 3. Donc peut-être qu'il faut à minima aller regarder le tout début du livre 3 pour comprendre cette première phrase. Et bien sûr, il y a l'inscription de ce texte et du livre 3 dans l'œuvre totale qui s'appelle donc Les politiques d'Aristote. Alors sur cette première phrase, peut-être un petit mot sur la notion de collectivité déterminée de citoyens, puisque c'est la Oui, définition qu'on trouve. le mot collectivité, effectivement, varie. Enfin, en tout cas, ce mot qui est en fait la traduction du mot pléthos en grec, varie selon les traductions. Alors ici, il est traduit comme collectivité. Alors c'est Tricot qui propose ça, mais Aubonnet va le traduire comme ensemble, je crois, ou Je ne ce l'ai pas serait sous les yeux. Pellegrin. Moi, je l'avais sous les yeux, mais Ben, regarde. oui, je l'avais, mais je l'ai fermé. Ben voilà, Au bravo. progrès. Euh, Ah oui, je l'ai plus, effectivement. Mince. Et toi, tu l'as pas à côté de toi? Si, moi je vais le. Si on doit regarder au bonnet ou au tricot, je ne sais plus. Alors, Tricot dit Constitution.
Pellegrin, dans mes souvenirs, dit ensemble, et je me demande si Aubonnet n'a pas lui-même une troisième traduction. Alors après, est-ce que c'est Alors moi, important? j'ai Aubonnet là-dedans. C'est collectivité de citoyens. Donc ça, c'est les belles lettres, donc c'est Aubonnet. Hein. Mais je crois que Tricot fait pareil en l'occurrence, hein. D'accord, ok. Donc bon, ici, on est donc Et Pellegrin, lui, dit ensemble, justement. voilà. Alors notre problème ici, c'est le grec, comme tu l'as dit, c'est pléthos. Hein. Alors, bon, on fait un peu les malins là parce que, bah, voilà, nous on peut, mais l'idée c'est voilà, de donner accès à ça. Hein. C'est pas de donner l'impression que tous les étudiants et toutes les étudiantes devraient être capables d'aller regarder le texte grec. Mais nous, on peut. Donc, il se trouve qu'on le fait parce que ça nous aide à comprendre comment ce qu'on peut dire de ce texte. Donc, pléthos, c'est une notion extrêmement intéressante parce que c'est une notion qui résume à elle toute seule la problématique, enfin, l'une des problématiques majeures des politiques d'Aristote, à savoir qui gouverne. Parce que en grec, pléthos, ça peut vouloir dire tout le monde, ou ça peut vouloir dire la majorité, le plus grand nombre. On comprend bien que ça change totalement le sens si on dit le plus grand nombre ou si on dit la majorité. Si je dis la majorité, je peux en arriver à l'idée que le gouvernement est une tyrannie de la majorité, que la minorité se fait toujours exploser, qu'elle a toujours tort. Si je dis que c'est tout le monde qui gouverne, alors évidemment, on voit tout de suite que la question est différente. Donc, lorsqu'ici, dans le texte, il est dit une collectivité déterminée de citoyens, vous voyez que ça efface un peu la question du nombre, qui est pourtant fondamentale pour Aristote, puisque Aristote, il distingue, c'est pas lui qui a inventé ça, mais il distingue les régimes politiques par rapport au nombre. S'il n'y a qu'une seule personne qui gouverne, c'est une monarchie ou une tyrannie. S'il y a un petit groupe qui gouverne, c'est une aristocratie ou une oligarchie. Et si c'est la multitude, le plus grand nombre, alors c'est la démocratie ou un autre régime qu'il peine à appeler, qui s'appelle la politéia. Voilà. Donc c'est un peu long, mais c'était quand même, me semble-t-il, important de rappeler ce problème de, du grec qui a derrière collectivité déterminée. Et puis derrière ce mot, il y a cette question qui est posée dès le début du livre 3, pour le coup, qui n'apparaît pas sur le document, mais qui est là avant, puisqu'il s'agit de savoir si la cité existe en fait en tant que telle ou si elle est finalement réductible aux individus qui la composent. Et Aristote, ça, il pose le problème très clairement, donc c'est vraiment au début. En fait, il y a contestation sur ce sujet, dit Aristote. Au sujet des uns, c'est la cité qui a fait tel acte. Selon les autres, ce n'est pas la cité, mais l'oligarchie ou le tyran. Et j'ai mal lu la citation puisque c'est au dire des uns en réalité, mais je fais sur écran, donc c'est pas facile. Non, non, mais exactement. Et la deuxième question qu'il pose juste avant le texte, mais qui est le corollaire de la première, c'est si la cité est une totalité, c'est ce que tu viens d'indiquer en disant elle fait, ou est-ce qu'elle fait quelque chose, la cité, est-ce qu'elle peut faire quelque chose, que ça a un sens de dire ça. Il rajoute un deuxième élément qui est donc le corollaire du premier, à savoir que si la cité est une totalité, la question se pose de savoir ce qu'elle est, ce qui la compose. Raison pour laquelle, dans le début du texte, il dit que la cité se compose, est une collectivité déterminée de citoyens. C'est voilà comment on passe pour lui de la cité à citoyen. C'est parce qu'on passe du tout au parti qui compose le tout. Hein, ce qui ne veut pas dire, on va y revenir, que pour Aristote, la cité ne serait que le regroupement des citoyens, parce qu'il y a bien sûr d'autres habitants qui sont dans la cité. Voilà, tout à fait. C'est toute la difficulté concernant ce texte, c'est des acceptions qui varient en fait de la notion de police, soit comme l'ensemble des habitants d'une ville, enfin d'une cité, soit comme la communauté des citoyens et uniquement des citoyens. Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs un petit peu plus loin, hein, comme ça nous fait avancer. Lorsqu'il dit en 1.3, nous dirons d'abord que le citoyen n'est pas citoyen par le seul fait d'habiter un certain territoire. Lui-même souligne la limite du critère de résidence. Tout à fait. Peut-être qu'on peut aussi, juste avant, dire qu'il y a un autre critère, hein, bien sûr, pour le citoyen, c'est que ça varie selon la loi. Hein, la loi. La politeia, en La l'occurrence. politesse, voilà. Ouais, ouais. Oui, et ça, il faut vraiment en parler parce que j'étais en train de me dire justement, on n'a pas introduit la notion de politeia et ça c'est problématique puisqu'en fait, Aristote articule très strictement trois notions qu'on définit qu'on désigne par les mots grecs polis, donc la cité, politeia, la constitution si l'on veut, et polites, le citoyen. Et on le voit, il le dit, en fait, la notion de politesse dépend
de la Politeia, puisque est citoyen dans une démocratie, souvent n'est pas citoyen dans une oligarchie. Et donc là, il le dit au début, enfin, sur les 4 premières lignes du document que nous vous proposons. Il le répète en réalité à la fin aussi du document que nous vous proposons. Oui, oui, et d'ailleurs, juste avant, tu as raison de rappeler ça, hein. Donc, juste avant le texte, le début de notre texte à nous, celui qu'on a sous les yeux, c'est cette phrase donc, qui est traduite par Pierre Pellegrin donc, sur voilà, la Constitution est un certain ordre institué entre les gens qui habitent la cité. Alors, la phrase est un peu compliquée, mais disons que pour Aristote, la police, donc la cité, est une organisation de tous ceux qui l'habitent. Et cette organisation de tous ceux et toutes celles qui l'habitent, parce que là c'est tout le monde, c'est pas uniquement les citoyens, c'est ce qu'il appelle la politeia et qu'on a l'habitude de traduire en français par constitution. On voit tout de suite qu'ici il y a une dimension sociale qui n'est pas en français contenue dans le mot constitution qui renvoie simplement à l'organisation des pouvoirs. Mais Aristote, il le dit lui-même, hein, puisqu'au début du livre 3, alors pareil, il y a beaucoup de choses contenues en réalité dans ce début du livre 3 qui n'est pas présent sur le document, et c'est bien dommage. Il le dit, hein, la Constitution est une certaine organisation des habitants de la cité. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est l'idée en grec de taxis, hein, donc c'est vraiment une mise en ordre. C'est pour ça que Pellegrin parle d'instituer à institution. Hein, c'est donc il y a une institution, c'est pas juste une répartition, c'est vraiment un ordre. Hein, au sens d'ailleurs dans un autre passage du livre 3 aussi, il va proposer une autre organisation, une autre institution pour définir ce que c'est qu'une cité, la politeia, c'est savoir comment se répartissent, comment sont organisés, taxis, encore la même idée, les pouvoirs. Hein, c'est le chapitre 6 qui dit ça. Donc on voit que c'est sans doute une idée très très forte chez Aristote hein, que de recourir à cette idée de taxis. Donc c'est dans le contexte de cette réflexion sur la politeia et sur la police que Aristote va examiner, selon le mot utilisé par la plupart dans la plupart des traductions, va examiner ce qu'est le citoyen. Alors d'abord, ce que fait Aristote, c'est essayer de définir le citoyen en négatif, en excluant justement tous ceux qui, dans les cités grecques, ne sont pas citoyens. Et alors on le voit donc en 1.3, laissons de côté ceux qui acquièrent le titre de citoyen de quelque façon exceptionnelle, par exemple les citoyens naturalisés. Alors, on peut peut-être déjà en dire quelques mots de ce mot de naturalisé qui ne va pas de soi, puisque Pellegrin va parler de citoyens qui sont faits citoyens et non qui sont naturalisés. D'ailleurs, ça désigne peut-être davantage ce qu'est la réalité grecque, puisque le mot naturalisé renvoie à quelque chose finalement d'assez, je dirais peut-être d'assez contemporain. Oui, mais bon, je crois que tout le monde comprend l'idée. C'est-à-dire que ici, il veut au fond mettre de côté la question des citoyens qui n'ont pas leur citoyenneté depuis la naissance. C'est donc une manière de montrer qu'il est en train de réfléchir de façon normative et pas descriptive. Il sait bien qu'il y a des citoyens qui le deviennent. Mais ce n'est pas son objet à lui. Ici, il essaye de réfléchir à une sorte d'essence, une définition essentielle de la citoyenneté, raison pour laquelle donc il laisse de côté tout cela. Justement, est-ce qu'on en donne quelques exemples de ces citoyens naturalisés? On va laisser nos auditeurs et auditrices se débrouiller parce que ça fait partie. C'est la dimension du commentaire qui n'est pas forcément la plus passionnante, Tout à puisqu'elle fait, consiste tout à à fait, oui, à considérer tirer que sur le une phrase, texte, voilà. c'est de l'allusion, et donc à chaque fois, il faut donner un petit exemple, etc. Exactement. C'est pour ça que je te pose la question. Alors, deux références quand même pour les spectatrices et spectateurs. Regardez simplement du côté de Lysias, qui a été citoyen à un moment donné et qui ne l'a plus été après, comme certains métèques du reste à la fin du 5e siècle, pour des raisons que vous découvrirez. Et intéressez-vous aussi, par exemple, au naturalisé, si je puis dire, platéen en 427. Là, il s'agit d'un octroi du droit de cité, on va dire collectif. Voilà.
Oui, 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 très bien, tu as raison. Mais je rajoute juste, parce que c'est ma marotte à moi, on a nos marottes différentes, qu'il ne faut pas se noyer, en particulier quand on analyse, quand on commande des textes comme celui-là, pas se noyer dans des références permanentes qui diluent le sens du texte au profit de petites allusions permanentes qui ne constituent pas un commentaire, c'est-à-dire qui ne nous permettent pas de comprendre ce qu'Aristote veut dire. Hein. Le problème du commentaire, c'est qu'est-ce qu'Aristote raconte dans le texte et pas toujours à quoi il pense. Voilà, c'est-à-dire qu'Aristote n'a pas écrit ce texte pour que nous le commentions. Et encore moins pour que nous le commentions de cette façon. Ah, voilà. Donc, mais je suis d'accord. Donc 427 trucs, voilà, il y en a partout, hein, de toute façon, donc on peut en trouver. Donc très bon réflexe. Merci. Ensuite, parmi les définitions négatives, bon, il y a après les métèques, bon voilà. Hein, donc peut-être qu'on peut avancer et laisser résumer en disant que ce qu'il fait, c'est qu'il montre que le danger de la définition de citoyen, c'est que comme le citoyen est un résident, il habite la cité, hein, il risque toujours d'avoir des points communs avec d'autres résidents qui ne sont pas pour autant citoyens. Et que c'est ça la question. Les métèques sont résidents. Donc c'est pour ça qu'il les laisse de côté. Hein. Si, peut-être faudrait-il dire quelque chose à propos de ces fameux résidents, de la non-présence dans le texte des femmes. Puisqu'il parle des métèques, il parle des esclaves, mais enfin, justement, il n'aborde jamais la question des femmes. Et alors ça a beaucoup tourmenté les commentateurs justement de ce texte, en particulier aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours la tentation d'arriver de nombreux siècles après et de regarder ce texte avec le surplomb et la morale actuelle et d'en déduire que Aristote est un machiste, que bien entendu, il ne se rend pas compte. Alors, on ne va pas évidemment rentrer dans le débat de la citoyenneté des femmes, parce que c'est un débat très très long et qui en plus, comme tu le sais, puisque tu as écrit dessus, est un débat qui est vivant aujourd'hui, enfin, continue encore à Vivant animer et les vif, chercheurs. en l'occurrence, oui, tout à fait. Exactement. Donc, disons qu'au moins là, à ce stade, on peut dire que la question ne se pose tout simplement pas pour Aristote. C'est-à-dire qu'il est pris dans une tension entre du descriptif et du prescriptif. Il est évident qu'Aristote ne propose pas et ne propose jamais que la citoyenneté, au sens où il l'entend, soit donnée aux femmes. Il est même probable qu'il n'envisage même pas la possibilité, hein, pour de multiples raisons. Et donc, qu'il n'a pas besoin d'en parler parce que ça va de soi. Voilà. Et que les résidents qu'il envisage sont des résidents masculins. De même, pour montrer que ce n'est pas uniquement les femmes, il n'envisage pas non plus la citoyenneté ou la co-citoyenneté d'esclaves, qui eux aussi sont des résidents, mais il n'en dit pas un mot ici. Donc, il n'y a que les métèques qui l'intéressent. Pourquoi? Parce que les métèques sont libres. Et que donc, étant des hommes et étant libres, la possibilité de leur citoyenneté est toujours posée. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et ici l'allusion devient intéressante, Lysias est un métèque, il a pu recevoir pendant une toute petite période la citoyenneté, signe qu'effectivement le métèque peut devenir citoyen, ce qui n'est évidemment pas le cas dans cet univers-là, conceptuel, symbolique, ce n'est évidemment pas le cas des femmes. Oui, tout à fait. Des enfants, etc. Donc ce serait surcommenter que de rappeler que justement on a aussi beaucoup d'autres sources qui nous montrent des métèques qui essayent d'intégrer le corps civique, notamment les fameux plaidoyers qu'on aime bien commenter dans d'autres vidéos par ailleurs, qu'à voir Oui, le contre Boulides en l'occurrence. oui, 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 mais je pense que le problème, c'est que quand on parle, enfin très souvent, quand on parle des métèques, on oublie que le métèque est citoyen, quelque part. Il vient de notre monde. Alors, en quelque sorte, il est plus citoyen parce qu'il est installé quelque part. Mais on oublie que être étranger, ce n'est que d'un certain point de vue. Donc, être métèque, c'est une situation juridique depuis Athènes. Donc, le métèque n'est pas métèque de toute éternité. Donc, le métèque, il a été citoyen. Il a peut-être été citoyen dans une cité où il y avait des métèques. Donc, fond, il est passé d'un univers normatif à un autre univers normatif. Alors, le cas de Lysias, c'est un petit peu différent puisque c'est son père Oui, tout à qui fait. est venu. Donc, lui, il est disons, quelqu'un qui n'est pas citoyen alors qu'il est né à Athènes et que manifestement. Oui, et puis en plus, qui a un père qui est particulièrement bien intégré à la cité. D'ailleurs, lui-même est particulièrement bien intégré à la cité, parce que c'est quand même une strate particulière, on va dire, la population athénienne. Oui, c'est quelqu'un de très très riche, marchand de boucliers. Donc, Oui, puis un père qui était proche de Périclès, par exemple, je crois. Hein, mais enfin.
Oui, en tout cas, oui, manifestement, Lysias, il connaissait toutes les grandes, les enfants des plus grandes familles, donc ceux dont on connaît les noms, qui parlaient souvent à l'Assemblée ou qui avaient beaucoup d'influence à l'Assemblée. Donc, effectivement, c'est un cas particulier. Mais je pense que pour revenir à Aristote, voilà, il parle des métèques parce que c'est les seuls pour lesquels la question se pose, véritablement. À la fois parce que certains d'entre eux ont pu être citoyens avant d'arriver dans une cité, et à la fois parce que eux peuvent toujours devenir citoyens. Dans le cas des esclaves, c'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus rare, puisque ça a pu arriver, par exemple, pendant la guerre du Péloponnèse. Oui, tout à fait. Mais justement, il y a une traduction, je reviens à la question des traductions, qui souligne peut-être un peu plus l'ambiguïté, justement, enfin le fait que la question des métèques et du rapport avec le citoyen se pose, c'est chez Pellegrin, parce qu'il va traduire ça différemment. Alors je me l'étais mise de côté parce que je la trouvais plus lumineuse, justement. Non, mais je l'ai sous les yeux, tu veux dire dans Garnier Flammarion, hein. Oui, oui, tout à fait, ouais. Je l'ai trouvé en fait Ce passage. plus clair, oui, parce qu'il ne parle pas de droit de résidence. Il utilise la formule habiter avec, je crois, qui, à mon sens, est plus, comment Oui, dirais-je, plus oui. lisible. Voilà. Oui, oui, mais tu veux dire au tout début, c'est-à-dire au tout début du livre 3, lorsqu'il dit enfin la Constitution, donc la politeia, celle que j'ai citée tout à l'heure, est un certain ordre institué entre les gens qui habitent la cité. Non, c'est pas Donc, ça. Non, 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 c'est ça. je parle vraiment de l'extrait que là, j'ai lu sur le document donc, qui traite des métèques et des esclaves, et je n'arrive pas à le retrouver, mais c'est pas très grave, hein, tant pis, je couperai ce passage, je pense. Oui, c'est ça. Je l'ai ici. Donc, le citoyen n'est pas citoyen par le fait d'habiter tel endroit, car Oui. des métèques et des esclaves partagent leur résidence avec lui. Voilà, c'est peut-être, à mon avis, plus clair que le droit de résidence. Voilà, enfin, disons que ça souligne davantage l'ambiguïté, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, moi, disons que je trouve que cette traduction-là éclaire peut-être mieux le passage. Enfin, en tout cas, je l'ai mieux compris, moi, à l'aide de cette traduction. Oui, Voilà. je te montre que c'est bien ce qui me semblait. J'ai dit une petite bêtise, hein, il y a bien l'esclave à l'intérieur, donc sans doute ça fait référence au fait que les esclaves donc, peuvent toujours devenir malgré tout, sinon citoyens, du moins des formes d'étrangers résidents, etc. Donc ils ne sont pas définitivement esclaves, et ça explique sans doute la raison pour laquelle Aristote parle des métèques et des esclaves, mais pas des femmes, hein, dans le 1-3. Voilà. Oui, et oui, oui, et puis en plus de manière extrêmement candide, je t'avouerai que j'ai préféré cette traduction parce que disons qu'elle aurait pu la traduction telle qu'elle nous est proposée dans le document ont en commun avec les citoyens le droit de résidence. Je trouve que la notion de droit de résidence pourrait prêter à ambiguïté avec le droit de propriété, qui sont quand même deux choses qui sont extrêmement différentes, même si finalement le début de la phrase nous parle bien de l'habiter justement. Donc on voit qu'il est question d'habiter un certain territoire et pas de posséder des choses. Mais voilà, je trouve que la formule Oui, pourrait oui, prêter non, ambiguïté. non, mais tu as raison de le préciser parce qu'effectivement, on aurait pu envisager une définition de la citoyenneté un peu matérialiste Tout à fait. qui envisagerait la question du droit de propriété du sol. Or, ce droit existe, hein, bien entendu, puisqu'on peut le conférer à des gens qui ne sont pas citoyens, mais on voit ici que Aristote, en tout cas, ne l'envisage pas du tout de cette manière-là. Ce n'est pas son problème, manifestement. Donc, il a un angle, on pourrait dire aujourd'hui, assez juridique, finalement. Euh, Tout à fait. Et d'ailleurs, le juridique, tu vois, on va faire la transition et on va avancer dans le texte. Le juridique, il ressurgit. Après, toujours avec la question des étrangers, alors des étrangers un petit peu différents, puisque les métèques sont des étrangers des étrangers pardon résidents. Ensuite, Aristote examine le cas des étrangers non résidents. Donc, on est en 1.4. Ne sont pas non plus citoyens ceux qui n'ont que le droit d'ester en justice comme défendeur ou comme demandeur, car ce droit appartient aussi aux bénéficiaires de traités de commerce conclus entre cités, auxquels on le connaît également. Exactement, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes un commerçant, un marchand, et que donc vous arrivez dans une cité, vous n'arrivez pas dans une zone de non-droit pour vous, parce que sinon, bah, tout simplement, vous pourriez Il n'y a pas de risquer jusqu'à commerce. votre vie, hein. Oui, bien sûr. Et donc la conséquence serait que bah, vous n'allez surtout pas faire ce genre de commerce. Donc la possibilité même du commerce, qui est vitale, hein, pour de très 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 nombreuses cités, sinon la totalité des cités, pour donner un ordre de grandeur, une cité comme Athènes au IVe siècle importe à peu près 70-75% de ses ressources en blé chaque année. Donc on imagine bien que si les bateaux n'arrivent pas
chaque année, c'est plus que la famine, c'est la disparition de la cité. C'est donc vital. Et pour garantir l'arrivée régulière des produits nécessaires à la vie, il y a ces conventions de justice qui font que, sans être citoyen, sans être métèque, on peut, dans ce cas particulier, la raison pour laquelle Aristote parle bien de traité de commerce, et pas en général, mais dans le cas d'activité commerciale, on dispose d'un droit dont le premier élément, la première manifestation est justement le droit d'avoir droit, c'est-à-dire le droit de pouvoir ester en justice, porter plainte contre, par exemple, un acheteur indélicat, ou aller se défendre en justice contre une accusation, parce que comprenez bien que s'il n'avait pas ce droit, ça veut dire que quelqu'un pourrait l'accuser, et s'il ne pouvait pas se défendre, le commerçant, eh bien, immédiatement, on viendrait saisir sa cargaison, lui enlever, etc. Et ce serait une catastrophe pour lui. Hein. Donc, en fait, le fait de pouvoir répondre à une plainte est une forme de privilège, parce que s'il ne pouvait pas le faire, le citoyen, bien sûr, qui porterait plainte contre lui, aurait des raisons de dire, ben, faites valoir mes droits, il demanderait à sa cité, et auquel cas, la cité, par exemple, saisirait la cargaison, voire saisirait le marchand lui-même, hein, pour le mettre en prison. Ou le condamner à mort, ou je ne sais quoi. Donc, on voit bien que c'est très important de pouvoir se défendre en justice. Donc, aller en justice, c'est pas simplement porter plainte, mais c'est aussi pouvoir y aller et se défendre soi-même. Et donc, évidemment, c'est une garantie qui facilite, rend possible même sans doute, le commerce maritime intercité, qui est décisif, déterminant, hein, pour l'équilibre matériel, en quelque sorte, du monde grec. Voilà, tout à fait. Et alors, donc, deux remarques à ce sujet-là. Alors, là, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais toi, je crois que tu l'as étudié en l'occurrence. Cette réalité des traités commerciaux, alors on dira symbola en grec, ou symbolai? Non. On peut dire les deux, mais c'est symbole Ouais. à cause du livre du Gauthier. Bon. Alors en fait, Athènes est particulièrement concernée puisque ils vont beaucoup enfin, ces traités, ils vont se multiplier dans le contexte de la mise en place de la Ligue de Délos, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Je exactement, dis une c'est-à-dire qu'en bêtise. fait, non, non, c'est pas une bêtise, parce qu'en fait, il y a une logique bilatérale mais là, ça nous amène loin. C'est une logique bilatérale dans l'Empire athénien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit impérial, mais il y a des conventions bilatérales qui sont répliquées, c'est-à-dire qui sont données à toutes les cités. Donc, à la fin, ça dessine une forme de droit interne à l'Empire athénien, mais qui n'a pas été imposé ou proposé comme tel. En revanche, au IVe siècle, donc il n'y a plus l'Empire, mais il semble que cet héritage n'est pas Voilà. oublié précisément, puisqu'il a rendu possible la libre circulation dans l'Égée en particulier, et donc la pratique du commerce. Hein. C'est pour ça que sous d'autres formes, au IVe siècle, on remet en place, on réinstaure, on réinstitue un droit qui existait déjà et qui sans doute a été créé véritablement au 5e siècle avant Jésus-Christ avec la Ligue de Délos. Voilà, et c'est cette volonté de faciliter le commerce donc, qui explique que ces étrangers de passage, ces commerçants aient le droit d'ester en justice et que, paradoxalement, on a l'impression qu'ils ont plus de droits que les métèques. Et d'ailleurs, Aristote l'écrit, donc c'est la suite du texte, bien plus en beaucoup d'endroits. Les métèques ne participent même pas complètement à ces avantages puisqu'ils sont obligés de se choisir un patron, de sorte qu'ils n'ont pas que d'une manière en quelque sorte incomplète à une telle communauté. C'est-à-dire que si l'étranger de passage, lui, peut ester en justice, le métèque, lui, doit avoir recours à un prostatès, c'est-à-dire à un citoyen athénien, qui va le représenter en matière judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne lui reconnaît pas le droit en tant que tel à un métèque de pouvoir ester en justice, donc oui, il va lui porter sa parole ou porter son intérêt en quelque sorte. C'est-à-dire que le prostatès, ou prostate hein, dans la version francisée, c'est un citoyen qui va défendre l'intérêt d'un étranger résident. Voilà. Alors que dans le cas du commerçant, du marchand, c'est le commerçant ou le marchand lui-même qui va défendre son intérêt, donc il va porter sa propre parole. Hein. Il est possible d'ailleurs que les formes soient un petit peu différentes, mais on n'est pas très très bien renseigné là-dessus, à ma connaissance. Alors attends, donc du coup, je mets qu'à là. Alors, donc,
Aristote a exclu de sa définition de la citoyenneté le critère de la résidence, et donc il a expliqué que n'étaient pas citoyens ces étrangers de passage et ces métèques, donc ces étrangers installés durablement à Athènes. Ensuite, il continue. Et il va exclure une autre catégorie d'habitants de la cité de la citoyenneté, en l'occurrence les gamins et les vieux. Alors, c'est dit, ces gens-là sont citoyens, alors on est en 1.5, hein, ces gens-là sont citoyens à la façon des enfants qui, en raison de leur âge, n'ont pas encore été inscrits sur les listes civiques, ou des vieillards qui ont été déchargés de leurs devoirs civiques et dont on doit dire qu'ils ne sont citoyens qu'en un certain sens. Ce ne sont pas des citoyens au sens tout à fait complet du terme, mais on précisera que les premiers sont des citoyens encore imparfaits et les seconds des citoyens ayant passé l'âge de la maturité ou quelque autre désignation analogue. Peu importe laquelle, et ça me fait beaucoup sourire, peu importe laquelle, ce que nous disons là est suffisamment clair. Alors, en fait, c'est un passage qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. Alors, encore récemment, un de tes collègues, justement, de l'université de Bordeaux-Montaigne en parlait, Pierre Fröhlich, dans un article de 2016, et il consacrait, je crois, 2 ou 3 pages à la question de l'âge et à la question de la citoyenneté. Et s'il considérait que les jeunes, finalement, leur non-citoyenneté allait de soi, puisqu'ils sont trop jeunes pour être inscrits sur cette fameuse, alors Aristote dit liste civique, en réalité à Athènes il s'agit de registres d'œdème, pour les vieux c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a assez peu de cas, en fin de compte, d'une limite d'âge supérieure pour l'exercice d'une fonction dans le monde grec. C'est ça. Alors, là, effectivement, c'est là où c'est la preuve. On prend Aristote la main dans le sac, hein, que Aristote n'écrit pas du tout pour nous. Si on dit c'est suffisamment clair pour nous, ça l'est vraiment pas, ouais. allez un peu moins. Alors, en fait, le débat consiste à se demander pourquoi Aristote met sur le même plan les enfants et les vieillards, alors que les enfants ne sont pas du tout citoyens, ils sont potentiellement citoyens, alors que les vieillards sont citoyens jusqu'à leur mort. Donc il faut envisager quelque chose qui puisse rendre compte d'une catégorie commune aux vieillards et aux enfants qui permettent de dépasser ce problème de la citoyenneté, puisqu'effectivement, les enfants ne sont pas en raison de leur âge. Alors, je pense que ici, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut regarder le grec, mais de mon point de vue, Aristote fait bien référence à 2 catégories différentes, mais qui peuvent être réunies. C'est les enfants qui n'ont pas été inscrits. Et ça, c'est une catégorie juridique. Le fait de ne pas avoir été inscrit sur un registre d'œdème, si on prend le cas d'Athènes, eh ben, ça veut dire qu'on n'est pas citoyen. Alors, ça n'empêche pas qu'on va peut-être le devenir, mais on ne l'est pas encore. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que l'inscription sur le registre fait foi. C'est la preuve de sa citoyenneté. On a des exemples multiples dans les plaidoyers que nous avons parfois commentés. Alors est-ce qu'on s'autocite préventivement ou alors on peut faire référence, je sais que toi tu le feras pas, mais moi je vais le faire, on fait référence à ta thèse justement qui aborde cette question d'inscription dans les registres d'œdème et qui en souligne la centralité qui se perçoit par ailleurs dans plusieurs plaidoyers, et notamment ce plaidoyer auquel on faisait référence tout à l'heure, le contre Boulides. Voilà, exactement. Et même d'autres, on a vu ça chez Isée, il faut vraiment se faire inscrire sur le registre pour pouvoir être considéré pleinement comme citoyen. Mais au-delà de ma thèse, parce que ça, vous vous doutez bien que tout ça peut être discuté, rediscuté, donc voilà. En tout cas, manifestement, être inscrit, c'est un statut. Voilà, c'est un statut juridique en quelque sorte, voilà, qui atteste que le processus d'octroi de la citoyenneté a été jusqu'au bout. Alors, si on suit ce raisonnement, il faut donc considérer que le fait d'être déchargé de ses devoirs civiques est également une catégorie et qui, au fond, laisse l'idée qu'il y a ceux qui ne sont pas encore inscrits, les enfants, et ceux qui, pas ne le sont plus, mais sont effacés, ou du moins sont effacés des obligations militaires, et ceux qui ont plus de 60 ans. Et ce que ici désigne manifestement Aristote, on a au moins un parallèle dans les Lycurgue, qu'il s'agit bien de ça. Il y a effectivement des gens qui sont, entre guillemets, effacés.
c'est-à-dire qui ne sont plus soumis aux obligations militaires du fait de leur disparition de cette partie-là du registre d'œdème, puisque à notre connaissance, on n'est effacé que si on perd la citoyenneté ou si on meurt. Hein. Donc on n'est pas effacé, sinon c'est un acte grave, on ne peut pas comme ça aller farfouiller dans le registre d'œdème. Donc moi, je considère ici que dans ce texte, c'est ça que souligne Aristote, c'est que l'obligation militaire est un élément qui contribue à la définition du citoyen. Voilà. Mais il ne le dit pas parce que manifestement, dans certaines cités, c'est peut-être pour ça qu'il ne le dit pas, dans certaines cités, tous les citoyens ne sont pas nécessairement appelés à faire la guerre, raison pour laquelle il ne peut pas considérer. Oui, alors, de toute manière, le fait de faire la guerre, ce n'est pas un critère à même de définir exclusivement le citoyen, puisqu'on a des métèques et des esclaves, quand même, qui font la guerre. D'une part. Et Pierre Fröhlich, d'ailleurs, a une interprétation assez différente, parce qu'il écarte, si mes souvenirs sont bons, l'explication militaire, et il renvoie plutôt à la perception de la vieillesse. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, tu vois, je te tends une espèce de piège, j'ai l'impression. En fait, il renvoie à la perception qu'a Aristote de la vieillesse. Et en fait, Aristote, nous explique Pierre Fröhlich, considérerait que la vieillesse est un naufrage tant du corps que de l'esprit, et que les hommes âgés, finalement, ne seraient plus capables de s'occuper convenablement des affaires de la cité. C'est une interprétation qui me paraît séduisante pour écarter donc les hommes de la citoyenneté, puisque on sait, alors on le verra ensuite avec le texte, comment Aristote définit le citoyen, comme celui qui, justement, est capable de gouverner dans la cité. Bon, alors je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai trouvé cette explication intéressante. Mais, tout à fait. Enfin, moi, je n'ai pas de. Évidemment, j'ai pas Aristote ne va pas souffler à l'oreille le corrigé du texte. Donc, oui, c'est une possibilité. Disons que cette possibilité, pour moi, rencontre une difficulté dans le fait qu'on décide, nous, commentateurs ou commentatrices du texte, que dans une phrase d'Aristote, il distingue une catégorie juridique et quelque chose de plus large. Et c'est ça qui me pose problème et qui fait que, a priori, comme ça, j'aurais tendance, et le texte grec me semble aller dans ce sens, à envisager d'abord qu'Aristote recourt à une forme de critère commun pour envisager la possibilité de mettre sur le même plan les enfants et les vieillards. Voilà. Et là, alors on ne va pas le faire ici parce que c'est une discussion beaucoup trop précise, mais on cherche ce qu'on appelle des parallèles, c'est-à-dire on va chercher dans d'autres documents quelque chose qui pourrait nous aider à résoudre cette difficulté. Donc, le tout, c'est bien de comprendre l'hypothèse. Tu as tout à fait le droit, dans un commentaire, de faire apparaître des hypothèses et de dire, là, moi, je ne me vois pas trancher, je ne sais pas. Voilà. Donc, première possibilité, on considère qu'il y a d'un côté une situation juridique, le fait de ne pas être inscrit qui fait qu'on n'est pas citoyen, et de l'autre, quelque chose de plus général qui ferait qu'on retirerait comme ça, de façon un peu informelle, aux plus âgés, la citoyenneté pleine et entière. Mais ça pose le problème de savoir qui fait ça. C'est-à-dire que dans un cas, on comprend être inscrit, pas être inscrit, c'est facile à savoir. Et il y a un droit qui encadre l'inscription, des pratiques normées. Mais là, voilà, est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir aller se combattre, de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir aller jusqu'à l'Assemblée enfin, voilà, donc ça, c'est la difficulté. Après, l'autre, c'est effectivement, le texte ne dit pas ça, mais il me semble qu'on peut envisager l'idée plutôt de deux catégories juridiques, parce que alors, quel élément positif on peut donner en faveur de ça? Bon, d'abord, il y a un parallèle chez les Kurdes, mais on laisse ça de côté. Mais il y a une autre idée qu'on peut envisager, c'est le fait que l'armée suppose une forme de, comment dirais-je, de catalogue, de liste de ceux qui vont aller combattre. Et ça, on le voit dans les sources. Par exemple, Périclès fait la liste des combattants, des moyens financiers. Enfin, on sait ce qu'on fait. On ne part pas à la guerre en se disant vient qui veut. Donc, on a besoin de savoir combien d'hommes on dispose. Et ça va dans le sens d'un enregistrement de ceux qui peuvent combattre. Et de ce fait, de l'effacement ou de la mise à l'écart de ceux qui ne peuvent pas combattre. Donc, il me semble que là, cet argument, qui est un argument logique, qui n'est pas une preuve extrêmement décisive, permet d'aller dans le sens de quelque chose de peut-être plus formel que ce qu'envisageait
Pierre Félix, mais qui est tout à fait envisageable aussi. Pour corroborer, alors c'est peut-être naïf, mais pour corroborer ton propos, pour le coup, tu vois, je défends tout et son contraire, on pourrait se ranger derrière l'assertion d'Aristote, finalement, celle qui nous fait sourire. Ce que nous disons là est suffisamment clair. Donc effectivement, on pourrait imaginer une situation de droit qui finalement serait claire pour les Athéniens à l'époque. Alors c'est purement spéculatif et c'est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si c'est clair, peut-être que c'est parce que c'est réglé par la loi précisément pour eux, en tout cas. Oui, enfin, moi je pense que, en tout cas, enfin, je pense que cette clarté, surtout sur un sujet aussi important que la possibilité de faire la guerre, j'ai du mal à envisager que ce ne soit pas clair. Mais voilà, c'est une conception plus générale, hein. Donc ça montre aussi que quand on commente un texte, c'est souvent la difficulté qu'on éprouve quand on n'a pas l'habitude, on mobilise des éléments qui ne sont pas dans le texte et qui sont dans notre compréhension globale des sociétés que nous étudions. Voilà. Hein, donc, c'est pour ça que des fois, on a toujours l'impression que les commentateurs et commentatrices professionnels que nous sommes trouvent des choses dans le texte, alors que soi-même, quand on le lit, on dit moi, j'ai pas vu ça, c'est normal, ça n'y est pas. Hein. Donc, l'explication et le commentaire de document supposent des connaissances très, très vastes. C'est pour ça que c'est un exercice infini et permanent et qu'on n'en a jamais fini avec les textes et qu'on peut considérer que les textes seront toujours et définitivement plus intelligents que nous. De toute manière, le conseil que l'on pourrait donner aux étudiantes et aux étudiants qui nous regardent, quand ils sont confrontés à un passage complexe sur lequel, en plus, l'historiographie abonde, c'est justement peut-être de se réfugier derrière cette historiographie, assumer qu'il y ait des explications divergentes et puis les évoquer, si possible. Voilà. En tout cas, moi, c'est Oui, ce que je ferais. Voilà. Non, mais tout à fait, les évoquer. Et surtout, je rajouterais, mais enfin, je compléterais en quelque sorte, en développant l'argumentaire. C'est-à-dire non pas donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense ça et puis quelqu'un d'autre qui pense Ah ça, oui, évidemment. mais d'essayer de comprendre à chaque fois l'argumentaire. Quel type d'argumentation? Est-ce que c'est un parallèle? Est-ce que c'est un argument logique? Est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est une connaissance générale sur la période? Voilà, et de façon à présenter et éventuellement dire, par exemple, entre le bon sens et un argument logique, je suis plus sensible à l'argument logique. Voilà. Et quand tout est présenté comme ça, on ne peut pas se voir reprocher, me semble-t-il, de ne pas avoir tranché. Mais on peut donc à la fois trancher, mais on ne tranche que dans la connaissance des débats. Et Oui, tout à fait. il n'y a rien de pire que de trancher, enfin, du moins en réalité trancher, en ne s'en apercevant pas, parce qu'on n'a pas pris la peine de se documenter et de voir ce que les uns et les autres, les unes et les autres, ont pu dire sur ces textes. Voilà, donc en somme, pas de name dropping, si je puis dire, mais dessiner les données du problème, quoi, systématiquement. Voilà. Bon, on va essayer d'avancer. Maintenant, on passe au positif. Eh bien, écoute, oui. Donc, je te laisse lire, j'ai lu depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Donc, comme il le dit, hein, donc ça fait un peu la bascule, c'est quasiment au milieu du texte. Hein, nous cherchons en effet à définir le citoyen au sens plein, celui qui ne donne prise à aucune disqualification du genre que nous venons de voir et ne nécessite pas qu'on ajoute un terme rectificatif. Hein, c'est-à-dire que c'est le citoyen dans son essence, en quelque sorte, que cherche à définir Aristote. Et c'est pour ça que il faut maintenant, pour lui, dire ce qu'il en est, non sans faire encore une petite digression hein, pour les citoyens frappés d'athymie, dit-il, ou de peine d'exil. En effet, il existe des athymies, c'est des pertes de citoyenneté qui peuvent être partielles hein, dans le temps ou partielles dans son contenu. Et de même pour l'exil, il peut exister des exils temporaires. C'est l'exemple bien connu de l'ostracisme qu'on peut évoquer ici, où on ne perd pas sa citoyenneté, mais on est privé de la capacité réelle, matérielle, Ça renvoie de l'exercer. ça renvoie au droit de résidence, justement, qu'on évoquait au début. Oui, et là, pour le On coup, c'est n'habite aussi plus, la en fait. présence dans les institutions, c'est le fait de Tout à pouvoir fait, aller à exactement. l'Assemblée et parler, quoi. Puisque si on ne peut pas le faire, on peut toujours être citoyen, mais ça n'a aucun sens, puisqu'on ne peut exercer aucun droit de citoyen. Donc, au passage, hein, ça veut dire que pour Aristote, ça paraît évident, mais il faut le dire, le citoyen qui participe. Hein, ce n'est pas le citoyen qui ne participe jamais, ça ne veut pas dire qu'il participe tout le temps, mais c'est un citoyen qui est pris dans une certaine logique de participation. Hein, raison pour laquelle l'exil ne peut pas s'appliquer, enfin, quelqu'un qui est en exil ne peut pas être citoyen au sens qu'Aristote donne à ce terme. Tout à fait. On se continue. Je sais pas, on passe si rapidement sur la question de l'aplos politesse.
Ah ben vas-y alors. Ben, Ça, c'est un 6. C'est le citoyen au sens absolu. non, je suis toujours sur ta. Non, c'est un 5 du coup, où je dis des bêtises. Je suis toujours sur ce que tu viens de lire. Non, t'as raison, c'est un 6. C'est moi qui ai mal numéroté mes lignes. Non, un Non, 5. parce qu'en fait, il y a les Ah deux peut-être. oui, oui, t'as raison. Oui, effectivement. Bon. Mais non, parce que ça, c'est pareil. C'est une formule qui a donné lieu à des traductions absolument multiples. Citoyen au sens complet, au plein sens, au sens strict, au sens absolu, et à des interprétations, du coup, tout aussi multiples, puisque suivant la manière dont tu traduis ça, ça a des implications différentes, puisque soit tu considères que Aristote essaye effectivement de définir, on va dire, l'essence du citoyen, soit tu peux aussi considérer qu'Aristote essaye de définir une espèce de citoyen qui aurait, qui combinerait toutes les caractéristiques du citoyen, mais qui n'existerait, on va dire, que de manière presque fictive, puisqu'il existerait aussi des citoyens passifs. Non, effectivement, c'est très compliqué. D'abord, peut-être, il faut distinguer les moments, comme tout à l'heure, où la complexité est pour nous, hein, quand Aristote dit c'est clair, mais pas pour nous, et les moments où c'est compliqué parce que c'est compliqué pour Aristote. Et il me semble que dans le cas présent, c'est compliqué pour Aristote, puisqu'il ne cesse de remarquer lui-même qu'à chaque fois qu'on aurait envie de donner telle définition du citoyen, ça ne marche pas parce que le filet est trop grand et on ramasse avec les citoyens des gens qui ne le sont pas, hein, des résidents qui ne le sont pas. Donc je pense que ce qu'il appelle citoyen absolu, ça c'est la logique même du texte ou du raisonnement. Donc ce citoyen aplos, c'est lorsqu'on va trouver une définition qui permette de ne regrouper que les citoyens. C'est-à-dire que personne qui soit non citoyen puisse entrer à l'intérieur. C'est ça qu'il essaye de faire. Mais on voit bien que de ce fait, cette définition n'est pas essentialiste ou essentielle au sens ordinaire du terme, parce qu'elle implique d'avoir toujours à l'esprit les non-citoyens. C'est-à-dire qu'Aristote définit toujours les citoyens par rapport aux non-citoyens, raison pour laquelle on peut remonter à la cité. Puisque le point de départ, c'était que la cité était pour reprendre la traduction qu'on a sous les yeux, une collectivité déterminée de citoyens. Donc en fait, quand il dit ça, il n'oublie pas les autres. Au contraire, il est obligé d'intégrer les autres pour dire, oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une population résidente, et à l'intérieur de cette population résidente, il y a les citoyens, mais il se trouve que quand je définis les citoyens, du moins le citoyen aplos, ma définition intègre de fait tous les autres, puisqu'elle les a repoussés en quelque sorte, mis de côté pour pouvoir arriver. Donc, si je définis le citoyen comme le fait Aristote, j'aurai dans le même temps les métèques, les esclaves, les femmes, les enfants, les vieillards, bref, j'aurai toute la cité. C'est pour ça que c'était le début de notre discussion. C'est pour ça que Aristote dit que la cité est un tout dont il faut distinguer les parties. Il ne s'agit pas de n'importe quelle partie. Il ne s'agit pas de découper la cité comme un gâteau où on aurait tout le gâteau découpé, mais d'essayer d'identifier dans les différentes parties qui composent la cité comme une totalité la partie signifiante, c'est-à-dire celle qui permet à la cité d'être une cité. Et ce qui permet à la cité d'être une cité pour Aristote, c'est le citoyen. S'il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de cité. Alors qu'il peut y avoir, entre guillemets, des non-citoyens sans cité. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire ici. Donc, effectivement, le grec a pu donner lieu à discussion, mais je pense qu'on peut s'en sortir comme ça en essayant de comprendre cette formule dans la logique même du raisonnement. Et c'est là où on voit à quel point il est nécessaire, quand on commente un texte, de le comprendre dans sa logique même et de ne pas chercher systématiquement à le découper en petites tranches pour y caser toute une série d'allusions. Voilà. Donc là, ici, il poursuit au fond sa réflexion entamée depuis le début du livre 3. Et donc, il en arrive à le définir, ce citoyen au sens absolu. Alors, il remobilise la formule en 1.6. Aucun caractère ne le définit mieux, dit-il, que la participation à l'exercice des pouvoirs de juge ou de magistrat. Alors ça, c'est pareil. C'est une formule qui a, comment dirais-je, largement inspiré l'historiographie. Le citoyen, c'est donc, ce serait donc, selon Aristote, celui qui peut participer à la décision, à la crisis. Participer à une décision, parce que quand on dit jugement, c'est la même idée en fait, que ce soit à l'Assemblée ou au tribunal. Hein. Ouais. C'est pas uniquement juger ou voter, ou comme on pourrait le penser avec nos propres mots. Hein, à chaque fois, il s'agit d'être acteur d'une délibération. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'est la même chose d'être au tribunal ou d'être à l'Assemblée. C'est la même activité politique.
Donc, il ne faut pas utiliser ici nos propres critères avec, où je parle des séparations de pouvoir, etc. Pour eux, c'est exactement pareil, hein, que ce soit philosophique d'ailleurs ou dans la propre vie. Mais c'est pour ça que là, pour le coup, je suis désolé, je reparle encore un petit peu de traduction. C'est pour ça que la participation à la décision, à mon avis, est une manière plus adéquate, enfin, disons, qui facilite la compréhension du lecteur. Plutôt que, comme c'est proposé là, la participation à l'exercice des pouvoirs de juge, parce qu'on a vraiment l'impression, du coup, que c'est exclusivement judiciaire, pour le coup. Cette notion de crise, Oui, j'entends. oui, tout à fait, parce qu'en fait, le mot grec, oui, renvoie plus d'ailleurs à l'idée d'une, comment dirais-je, d'une délibération, me semble-t-il, à une forme de prendre position, et donc à Exactement, ouais. délibérer, puisque juste à côté, hein, en grec, là je l'ai sous les yeux, c'est archès, hein, c'est chryséos kai archès, donc Oui, c'est chryséos, bien sûr, ça peut renvoyer à chrysis, c'est de jugement, krinein en grec, mais le fait qu'il y ait à côté archès, donc l'arché, archéo comme verbe, archaïno pour garder l'infinitif, me semble-t-il, ça renverrait plutôt à l'idée de le fait de participer, de prendre part aux délibérations pour rendre compte pour nous que ça peut être judiciaire ou politique au sens strict, en français, dans le monde qui est le nôtre. Et le fait, et arché, ça renvoie plutôt aux magistratures. Donc le tout à fait fait. Mais d'avoir alors, une oh, délégation, de recevoir une délégation de pouvoir public. voilà. Donc, je Mais pense alors, qu'effectivement, la traduction retenue euh, nous perd un peu, ou du moins nous fait sortir de la logique d'Aristote. alors oui, alors pendant que tu cherchais toi-même une traduction, moi j'en cherchais une autre. Et tu vois, Pierre Fröhlich proposait, voilà, la participation à la décision, crisis, c'est au pouvoir de magistrat, arché. Ce qui, pour le Je coup, trouve à que mon cette avis, traduction est bien ouais, meilleure. ouais, ça facilite vraiment la lecture. Donc, crisis, c'est bon. Alors, parlons des archés. Donc, effectivement, exercer le pouvoir de magistrat. Alors, le citoyen, ce serait donc celui qui peut exercer une magistrature. Mais alors, Aristote, et ça, on ne le voit pas dans le document parce que c'est coupé et c'est dommage. En fait, Aristote définit la magistrature de manière extensive, va-t-on dire, puisque la magistrature, c'est la possibilité donnée aux citoyens, donc d'être effectivement magistrat sur un temps limité, donc d'exercer une responsabilité dans un domaine précis pour la cité, mais c'est aussi la possibilité de participer à l'Assemblée ou à l'Élysée, ce qu'Aristote va définir comme, enfin, ou à toutes les institutions de la cité du reste, hein, ce qu'Aristote va définir comme une magistrature sans limite de temps. Et j'ai retrouvé d'ailleurs la traduction, voilà, c'est ça. Parmi les magistratures, certaines sont limitées dans le temps. Alors ça, c'est le passage manquant, justement, à un 7. Parmi les magistratures, certaines sont limitées dans le temps, en sorte que pour les unes, il est absolument interdit aux mêmes citoyens de les exercer deux fois, alors que pour d'autres, il faut laisser passer un intervalle de temps déterminé. Donc, premier type de magistrature. D'autres sont à durée illimitée, par exemple celle de juge et de membres à l'Assemblée. Deuxième type de magistrature. Voilà. Oui, donc ce qui montre bien d'ailleurs que dans la crisis évoquée, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit à la fois d'être membre du tribunal et enfin, de pouvoir juger au tribunal ou de pouvoir prendre part à une délibération politique à l'Assemblée. Hein. C'est donc la même chose ici qui est envisagée. Mais finalement, si on veut bien y réfléchir une seconde, c'est pas gênant de donner ce sens à arché, c'est sans doute le bon. Pourquoi? Parce que en grec, monarchie, c'est bien le pouvoir d'une seule personne, et c'est un pouvoir politique qui se dit avec archéine. Donc tout ne se dit pas avec kratein. Donc il se trouve qu'on dit démocratie parce que sans doute ce serait difficile de dire démoarchie ou quelque chose comme ça. Mais voilà, dans la même série de mots, on a monarchie, démocratie. Donc on a bien le pouvoir d'un seul, un monos, seul, un seul, et on retrouve l'idée d'arché, archéine. Donc il me semble qu'effectivement, hein, il est légitime du point de vue grec de considérer que le fait de participer à l'Assemblée est une forme de magistrature permanente, puisque ça revient à avoir une délégation permanente de l'autorité, d'autorité d'une part, quoi, d'autorité collective. Et donc celle-ci, évidemment, elle ne peut jamais être donnée, parce que si on la donne, on perd son statut de citoyen. Mais on sait bien, on ne va pas le développer ici, qu'il y a des cités dans lesquelles, d'ailleurs Aristote, lui, il les connaît, ce partage n'est pas clair, hein, parce qu'il y a des cités où on n'a pas le droit, par exemple, de proposer des choses à l'Assemblée, on a juste le droit de dire oui ou non à une proposition qui est faite par un petit groupe. Hein. Donc il y a sans doute toutes ces questions derrière.
Ben, non seulement il les connaît, puis en plus, il les évoque extrêmement rapidement, alors peu ou prou en tout cas, concernant Sparte et puis concernant Carthage. Ça, c'est dans la suite du document, justement. Oui, hein, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit au début, je ne crois pas, mais Aristote enfin, on dit que, et c'est sans doute très probable, il a étudié 158 constitutions Constitution, tout à fait. à partir desquelles il a réalisé cette synthèse Ta Politica. Hein. Alors, on n'en connaît qu'une bien, la Constitution des Des Athéniens, qu'on a Athéniens, oui. retrouvée à la fin du 19e siècle, et qui est un texte pas complet, mais disons quand même très, 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 enfin, très avec beaucoup, beaucoup de parties du texte original. Donc, on a un petit exemple hein, du degré de précision que Aristote ou ses étudiants mettaient à la réalisation de ces constitutions. Hein, donc il y a une connaissance vraiment très, très dans le détail. Et ici, on voit très souvent dans le texte, celui-là un peu, mais très souvent dans le texte, il fait référence comme ça. À tel endroit, on fait comme ci, à tel endroit, on fait comme ça. Donc il a, vous voyez, fait un travail, on dirait, d'analyse hein, avant de faire cette synthèse. Donc ça nous donne aussi une idée de ce que c'est que cet ouvrage, Les Politiques, c'est un ouvrage de synthèse des différentes possibilités constitutionnelles existant dans le monde grec, même au-delà, parce que tu as parlé de Carthage. Tout à fait. D'ailleurs, quand il explique que certains individus sont citoyens dans une démocratie, ils ne le sont pas dans une oligarchie, à d'autres moments de la politique, il en donne précisément des exemples. Donc, mais Oui, il étaye ça en donnant justement des noms de cités et des noms de modèles politiques. à certains moments, on a l'impression qu'Aristote est un excellent étudiant et qu'il a Mm, tellement de connaissances de détails qu'il n'arrive plus à monter en généralité, quoi, puisqu'à chaque fois qu'il essaye d'énoncer un propos général, il a tout de suite en tête un, deux, trois, de multiples contre-exemples tout à fait. qui lui interdisent de produire sa synthèse. Mais c'est ce qui fait, je trouve, tout le sel de l'interprétation aristotélicienne, c'est que précisément, c'est une interprétation complexe, nuancée et à certains égards problématique, mais au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'elle assume le fait que la réalité qu'il cherche à comprendre, à analyser, est elle-même problématique. Il est donc problématique de définir la cité ou le citoyen. Et pourtant, justement, cette synthèse, on a l'impression que là, il a réussi à l'atteindre. Alors, ça va être vite démenti, en réalité, par la suite du document. Mais 1.7, il opère ce retour au réel et il dit, telle est à peu près la définition du citoyen, susceptible de s'ajuster avec le plus d'exactitude à tous ceux qu'on désigne du nom de citoyen, donc sous-entendu dans le monde grec, du coup. C'est ça. Et donc, même s'il dit cité, hein, il ne dit jamais cité grecque. Hein. La cité grecque, c'est une invention largement postérieure Oui, parce que oui, je dis du monde à grec, mais on vient de parler de Carthage. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement, ça ne fonctionne pas ah très oui, bien. Rome, enfin, c'est un débat aussi C'est ça, historiographique. tout à Enfin, bon, fait. Rome est une cité. Bon, voilà, donc voilà, ça nous rappelle qu'il est sans doute un petit peu anachronique de parler de cité grecque, parce que ça, c'est quelque chose qui se met en place très tardivement, hein, au début du XXe siècle, puisque le livre qui s'appelle La cité grecque, il date de 1928, et il a été écrit par Gustave Glotz. Mais Tout à fait. la première grande réflexion sur la cité, elle date de 1864. C'est la cité antique de Fustel de Coulanges. Et pour lui, c'est la cité en général. Il ne distingue pas grec et romain. Grec et romain, c'est une manière à nous assez récente de distinguer à l'intérieur de l'Antiquité, qui pendant longtemps a été gréco-romaine. Hein. Donc, c'est le statut incertain de l'Antiquité. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, hein, le texte est assez étrange. Donc, si on se met à la place d'un étudiant ou d'une étudiante qui vient de le commenter, c'est assez étrange qu'on se dit, ah bon, un 7, ça y est, on a notre définition du citoyen. Précisément, et c'est démenti en 1.9, donc, et en plus le passage était tronqué, donc là c'est d'autant plus flagrant, c'est démenti en 1.9 quand Aristote explique que bah, finalement le citoyen de toute nécessité diffère suivant chaque forme de constitution, donc on revient à l'argument du début du document, telle est la raison pour laquelle la définition du citoyen que nous avons donnée, et surtout celle de citoyen dans une démocratie, aux citoyens d'autres régimes, elle est susceptible assurément de s'appliquer, mais pas forcément. Voilà, et donc on voit que bah, cette définition qui se voulait synthétique, bah, en fin de compte, elle ne l'est pas absolument. Oui, alors là, c'est quelque chose qui concerne vraiment les politiques en général hein, qui apparaît ici. C'est que le livre 3, du moins selon certaines lectures, et ici j'emprunte mon savoir au livre de Jean Terrel, euh, qui est consacré à cette question, hein, c'est-à-dire qui essaye de faire apparaître une unité à l'ensemble du texte et qui donne un statut particulier au livre 3. C'est un livre assez récent hein, qui date de 2015, le livre de Jean Terrel, dont on a
la référence donc, qui est donnée, donc chacun peut s'y reporter. C'est un ouvrage écrit par un philosophe, hein, mais qui est tout à fait utile pour les historiens. D'ailleurs, il ne faut pas, dans l'ensemble, diviser les... Et donc, qui montre que le livre 3, en fait, est un livre qui correspond à la problématique d'Aristote. Et cette problématique est justement, enfin, intègre la question de la démocratie. C'est pour ça que, sans surprise, en indice, Aristote fait apparaître la démocratie, c'est parce que la démocratie pose un problème particulier à Aristote. C'est pas qu'il est pour ou contre, c'est une autre question. Ça lui pose un problème particulier parce que lui, ce qu'il veut, et ça il le dit dès le début des politiques, dès le livre 1, c'est la vie bonne. Et donc la cité, c'est ce qui va permettre la vie bonne, la belle vie qui correspond aux normes de la beauté, de l'excellence, comme le dit Aristote. Et le problème qu'il se pose, et il n'est pas tout seul à se le poser dans le monde grec, c'est de savoir est-ce que l'excellence est possible si tout le monde participe au gouvernement. Voilà. Sa définition de la citoyenneté, là, l'amène à envisager une citoyenneté qui potentiellement s'applique à beaucoup de gens. Et on revient sur l'idée, mais je m'arrête là, l'idée du pléthos, qu'on a abordé au tout début, hein, qui était l'idée du grand nombre. Est-ce que le grand nombre peut être excellent? C'est-à-dire, on va voir que tout se tient, hein, est-ce qu'une cité excellente est une cité gouvernée par des citoyens excellents? C'est-à-dire, est-ce que le tout est réductible aux parties qui le composent? Et on a là vraiment cette question qui est posée à travers ce problème de la démocratie. Et ensuite, Aristote, il évoque pas des cas particuliers, mais des éléments qui le gênent. Qui d'ailleurs n'est pas une question propre à Aristote, puisque vous avez aussi chez Thucydide, à travers les paroles qu'il attribue à Périclès, notamment la pensée d'une cité qui justement serait un tout et qui serait un tout irréductible aux individus qui la composent. Donc c'est pas une préoccupation qui est uniquement aristotélicienne. Bon. Donc justement, donc dans la suite du document, indice, Aristote, il en revient justement à ses études des constitutions, puisqu'il parle de l'exemple de Sparte. Il dit par exemple à Lacédémone, les efforts, donc qui sont des magistrats spartiates, jugent les procès issus des contrats, l'un prenant telle affaire et l'autre telle autre, tandis que les gérontes, alors, les gérontes, ce sont donc les membres de la Gérousie, qui est une assemblée de citoyens, enfin oui, de citoyens spartiates âgés, de plus de 60 ans dans mes souvenirs. C'est ça. Voilà. Donc, les gérontes ont à connaître des affaires de meurtre et quelques autres autorités, sans doute d'autres causes encore. Donc là, on voit bien que ça n'est pas le peuple, justement, qui est chargé de juger, enfin de délibérer de manière plus générale, mais simplement quelques magistrats ou quelques citoyens, dans le cas des gérontes. Oui, alors ici, donc, pour ce qui est des informations, une référence bibliographique, c'est le livre d'Édouard Lévy, hein, qui permet de répondre à tout ça, sur Sparte, donc un livre qui doit dater de 2003. Donc à consulter, mais il ne s'agit pas juste de faire une petite fiche, le pouvoir des efforts, pouvoir, mais d'essayer de comprendre dans quelle mesure le fonctionnement de Sparte pose problème ou interroge la définition qu'Aristote a retenu de la citoyenneté. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc, on ne va pas nous le faire dans le détail, puisque chacun et chacune peut aller voir et doit aller voir le livre d'Édouard Lévy, mais c'est ça qu'il s'agit de faire. Hein, et pas simplement de dire, il dit effort, alors les efforts à Sparte, non. Il faut essayer de comprendre, à partir de cette connaissance préalable, pourquoi Aristote, au moment de définir la citoyenneté telle qu'il vient de la définir, se dit, mais avec à Sparte, donc là c'est Démone dans le texte, c'est pareil, hein, ça cadre mal. C'est ça qu'il s'agit de restituer. Hein. Donc il faut aller au-delà de la simple petite fiche ou levée d'allusion du texte. Ce n'est pas ça le commentaire du texte. Ça c'est un préalable, mais ce n'est pas la fin, la finalité du commentaire. Donc ici, il faut bien comprendre, donc à chaque fois, il va préciser de manière problématique, pour lui, et donc pour nous, il va préciser de manière problématique ce qu'on peut entendre par cette idée de crisis et d'arché qui ont été évoquées tout à l'heure en 1.6. Hein, parce qu'effectivement, il y a des cités où tout le monde n'est pas juge, mais tout le monde peut aller à l'Assemblée. Donc, c'est problématique de son point de vue, où les magistratures sont réservées à une partie de ceux que nous avons l'habitude de nommer citoyens. Donc, vous voyez que vas-y. Ah non, je t'en prie, vas-y, fini. Je pensais que tu arrivais sur la fin. Et donc, là, par rapport à la définition 1.6, on voit bien que
la définition qu'il propose pourrait ne pas s'appliquer à des individus que nous qualifions de citoyens, à Sparte, hein, par exemple, ceux qui participent à l'Assemblée, hein, les fameux homoioi. Tout à fait. Et donc, il cite l'exemple spartiate, il cite ensuite l'exemple carthaginois, donc on est en 1.11. Donc, il en dit finalement à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il remarque que le peuple là-bas ne délibère pas, ce sont certains magistrats qui sont juges de toutes les causes, donc certains magistrats uniquement qui rendent la justice. Alors, la mention de Carthage est intéressante parce qu'on voit justement ce que tu expliquais tout à l'heure, que la cité, c'est pas uniquement la cité grecque, justement, que c'est pas uniquement un modèle grec. Oui, Carthage est souvent utilisé. Hein. Carthage, c'est un modèle utilisé souvent chez tous ceux qui sont un petit peu des adversaires de la démocratie, qui n'aiment pas la démocratie. Carthage est l'exemple d'une cité qui, non grecque donc, mais dont le fonctionnement pourrait inspirer. Donc c'est pour ça qu'elle apparaît ici. Mais en fait, on comprend bien ce qu'il fait. Si on repart d'un 6, on voit qu'il discute sa propre définition. C'est-à-dire que dans donc 10, il prend Sparte pour montrer des cas où la crisis n'est pas à tous les citoyens. Mais l'arché, oui. Alors que dans un 11, on voit que c'est autre chose qu'il fait ici, puisque c'est une spécialisation du droit de délibérer et juger, c'est-à-dire qu'y compris la délibération n'est pas donnée à tout le monde. Et en grec, j'ai le texte sous les yeux. Le mot grec ici, c'est arches boulotikes. C'est donc vraiment le fait de proposer quelque chose. Hein, pour celles et ceux qui ont des connaissances du fonctionnement athénien hein, et qui pensent à l'articulation entre la boulée, le conseil et l'assemblée. Hein, la boulée prépare les travaux de l'assemblée. Donc ce boulotikes ici renvoie à l'idée d'une expression d'un avis. Moi, je propose que. Hein, c'est ce qu'on appelle l'activité c'est plus qu'un conseil, c'est vraiment une proposition qui est faite, hein, le proboulema en grec, et là c'est exactement pareil. Donc ce qu'il a, il vise à travers Carthage l'exemple de cité dans lequel les citoyens sont bien à l'Assemblée, mais on leur a retiré en quelque sorte le droit de pleine délibération qui se manifeste par le droit de vote, bien entendu, mais par le droit de proposer quelque chose, un texte de loi, un décret ou un amendement à un texte. Et il semble que là, ce qu'il montre du doigt à Carthage, c'est le fait que ce n'est qu'un nombre restreint d'individus qui ont le droit plein et entier de délibérer. Les autres votent, mais ne délibèrent pas, c'est-à-dire ne donnent pas, n'expriment pas leur avis, donc peut-être non seulement pas le droit de parler à l'Assemblée, mais simplement le droit de dire oui, je suis d'accord, oui, je ne suis pas d'accord. Hein, donc on voit pourquoi la définition d'Aristote renvoie plutôt à la démocratie, puisqu'elle renvoie à l'idée d'un citoyen qui peut toujours prendre la parole, dire ce qu'il pense et proposer un texte potentiellement bon pour tous. Et c'est ça qui est ici questionné. Et c'est là où on voit que un 6, eh ben, ça tend plus à la démocratie, que ça gêne un peu Aristote d'avoir une définition où, au fond, ne pourraient être citoyens que les citoyens d'une démocratie. Et ça nous rappelle donc cette articulation donc très fine chez Aristote qu'on a souvent oublié en commentant ce passage, en se focalisant uniquement sur le politesse, cette articulation très fine entre la politeia et le politesse. Et donc la police qui ressurgit finalement en 1.12, puisque justement Aristote va la préciser, cette notion de police, et nous appelons cité la collectivité des citoyens ayant la jouissance de ce droit et en nombre suffisant pour vivre en un mot en autarcie. Et ce mot justement d'autarcie, il faut en dire quelques mots parce que, il ne voit pas de soi parce que l'autarcie, ça semble renvoyer à une notion qui serait exclusivement économique, alors que ça n'est pas absolument le sens que lui donnent les Grecs, puisque ça renverrait, je ne sais pas, peut-être davantage à la notion d'autosuffisance. Oui, c'est une forme d'autosuffisance, mais ça a aussi un sens philosophique, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir besoin des autres. Mais c'est ça, oui. Mais ne pas avoir besoin des autres pour vivre, ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin des produits
qu'ils vont nous vendre. Hein. C'est une idée beaucoup plus ambitieuse, en quelque sorte, hein, l'autarkia, que simplement une sorte d'idée de commerciale ou matérielle. Hein. Ça a aussi une dimension, disons, proprement spirituelle. Alors en fait, je fais une petite erreur, mais pas tout à fait. C'est ici hein, que le boulotikès intervient, c'est le pouvoir délibératif et judiciaire. Donc là, il essaye de résumer un petit peu hein, ce qu'il en est. Donc Alors, on il est le en... résume. Attends, parce que du coup, on est en 1.12 sur la phrase que je n'ai pas lue et donc qui est juste avant la dernière phrase du document. Voilà. Ah bon, alors je vais la lire et on va arriver ensuite à l'autarcie. Donc la nature du citoyen résulte ainsi clairement de ces précisions. Une fois qu'on a problématisé la propre définition, on en arrive à une autre. Hein. Vous voyez que le raisonnement d'Aristote est un raisonnement qui se construit. Donc il n'arrive pas et que voilà la définition, ce n'est pas une dissertation. Hein. Il ne donne pas la définition dans l'intro et puis ensuite il développe les conséquences. En fait, il réfléchit. Et le texte nous fait réfléchir, vise à faire réfléchir le lecteur, sans doute moins la lectrice dans le cas d'Aristote, le lecteur. Et donc il est important que dans le commentaire, nous fassions ressortir la réflexion d'Aristote. Donc, l'homme, en effet, qui a part au pouvoir délibératif, alors je regarde tout de suite le grec hein, pour savoir oui, il n'y a pas vraiment homme, donc, mais on comprend ce que ça veut dire, l'individu, la personne. Hein. Parce que si on dit l'homme, voilà, en grec, ça pourrait avoir d'autres conséquences. Bref, tout le monde a compris, est-ce que c'est homme ou femme? Mais en fait, il dit quelqu'un, et ce quelqu'un est un homme, donc ça marche comme ça. Qui a part au pouvoir délibératif et judiciaire dans une cité. Donc ici, on revoit l'idée de participation, le fait d'être avec tous ceux qui délibèrent. Hein, en grec, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est le fait de prendre part à. Effectivement, donc délibération, on a compris ce que ça veut dire, c'est à la fois voter, mais aussi proposer, parler. Judiciaire, on a compris pourquoi, puisque un jugement, c'est la même chose, hein, c'est une délibération, et ça dit la loi en quelque sorte, en disant son application ou en disant son non-respect. Nous disons d'ailleurs qu'il est citoyen de cette cité. Donc, on voit qu'ici, il nous a donné sa définition en quelque sorte terminale, hein, c'est le fait de pouvoir. Mais il en rajoute tout de suite une autre, où il complète. C'est donc le nombre suffisant. Et nous allons retrouver pléthos. C'est-à-dire que, ce qui voit bien le problème, il pourrait y avoir une cité dans laquelle il n'y aurait qu'un seul citoyen qui aurait le pouvoir de délibérer, etc. Une monarchie, par exemple. Et en fait, pour lui, il n'y aurait pas de politeia dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'il insiste sur le pléthos, il faut un nombre suffisant. Et le nombre suffisant entraîne la question de l'autarcie. C'est-à-dire que le nombre suffisant renvoie à l'idée de pourquoi suffisant. Alors en grec, il n'y a que je revérifie. C'est ça, voilà. C'est qu'en fait, il faut que la cité soit en fait en quelque sorte assez grande pour répondre à ce qu'on attend de l'État, mais pas trop, histoire que le citoyen puisse, comment dirais-je, exister, peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le dire comme ça, peut-être plus simplement, que la citoyenneté a un sens. Elle n'a Oui, un tout à sens fait, que si voilà. on est un certain nombre à délibérer. Si je suis tout seul et que je dois décider, effectivement, on comprend qu'y compris en français, il n'y a plus de politique. La politique suppose une forme de délibération, c'est-à-dire de débat, d'expression d'opinions Ouais, diverses, de participer propositions activement, donc. différentes. Voilà, effectivement, hein, c'est pour ça. De même qu'une cité dans laquelle il n'y aurait pas de justice ne peut pas, enfin, il n'y a pas de citoyens s'il n'y a pas de justice. Donc ici, c'est du bon sens. Mais comme il comprend bien que s'il dit ça, on pourrait aller en logique, aller jusque-là. Il rajoute donc un nombre pléthos suffisant. Voilà, il y a un nombre minimal. Il ne le chiffre pas. Dans le livre 7, il donnera un nombre, mais ici, il ne donne pas de chiffre, peu importe, un nombre suffisant pour vivre, en un mot, en autarcie. C'est pour ça que on voit bien que ce nombre suffisant ne peut pas être réduit à une autarcie matérielle, parce que ça procède de la définition politique de la citoyenneté. Tout à fait. Donc, cette autarcie renvoie à l'idée de ne pas avoir besoin des autres, ce qui peut aussi dire, et sans doute surtout, une forme d'indépendance par rapport aux autres. Mais une fois encore, l'indépendance, c'est une indépendance politique, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir une autorité au-dessus de vous, qui dit, bah oui, oui, vas-y, parle, mais moi, c'est moi qui décide à la fin. Donc ça, ce n'est pas vraiment, on n'est pas citoyen si on ne décide pas pour la collectivité à laquelle on Oui, appartient. donc indépendant et autonome en soi. Voilà, exactement. En français, si on voulait traduire, ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des bateaux qui arrivent, des commerçants, et on l'a bien Tout vu, à parce que fait. quelques lignes plus haut, il l'a lui-même dit sans envisager que ça allait poser le moins de problèmes, le traité de commerce. Donc il n'y a pas de contradiction, hein. C'est une autarcie extrêmement élevée qui ici est collective. Voilà. Une cité autarcique, c'est une cité qui existe politiquement indépendamment des autres, c'est-à-dire qui n'a pas besoin des autres pour définir ce qui est bon pour elle.
Alors la conclusion d'abord, c'est qu'on peut retirer du fait que rien ne permet de penser dans cet extrait qu'Aristote aurait donné une définition des citoyens. Ça, je crois qu'on peut le dire et on l'a vu. C'est Oui, tout problématique. à fait. On peut le dire parce qu'en plus, ça a été trop dit par ailleurs. Disons que j'ai lu beaucoup de choses qui avaient trait à des travaux qui portaient justement sur cette définition aristotélicienne de la citoyenneté qui en réalité n'en est pas absolument une. Voilà, donc on a une forme de démonstration avec beaucoup de logique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette réflexion, comme on le voit là, est nourrie de réalités historiques qui nous échappent plus ou moins. Dans certains cas, on est bien renseigné, Sparte. Dans d'autres cas, alors pas ici, mais on peut être moins bien renseigné. Donc il y a toujours ce substrat. Hein, ce n'est pas simplement une réflexion générale abstraite, c'est une réflexion qui a l'ambition de donner le sens d'une réalité diverse, Voilà. plurielle. Dans le contexte Et d'un projet peut-être le philosophique, troisième, toujours. voilà, exactement. La troisième dimension, c'est cette dimension un peu normative, sinon prescriptive, qui est de se demander qu'est-ce que c'est qu'une cité excellente, c'est-à-dire une cité qui est gouvernée comme il faut, en quelque sorte, de la meilleure manière possible. La meilleure des politeias, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc cette meilleure des politeiae, elle est vraiment ici en question, elle est sous-entendue, et c'est un fil rouge qui va courir à travers l'ensemble de cette réflexion donc, des politiques d'Aristote. Donc il serait, de mon point de vue, maladroit de donner l'impression en conclusion qu'Aristote a réglé la question de la citoyenneté, Et oui, parce que précisément, il ne l'a pas réglée, et en plus, il n'a pas, à ce stade en tout cas, envie de la régler, ni même qu'elle soit réglée. Donc elle n'est pas réglée. Je crois que la difficulté du commentaire ici, c'est de garder cette dimension problématique qui n'est donc pas le produit de notre ignorance, mais l'effet, la manifestation de la démarche empruntée par Aristote lui-même. tout à fait. Et donc le problème majeur, c'est ces difficultés à articuler ces trois dimensions. Et c'est accru par le fait que l'analyse de documents, justement, ne porte que sur un document qui de taille extrêmement réduite et qui est sorti de son contexte qu'est la politique. Et ça rend le tout extrêmement compliqué, puisque finalement, on a besoin de le voir dans son ensemble, ce texte. Exactement. C'est pour ça qu'il reste toujours un petit peu de marge entre les étudiants et les étudiantes et les commentateurs et commentatrices professionnels que nous sommes. Quoi. On a un petit peu de marge et plus on est vieux, plus on a de la marge, normalement. Donc, voilà.